Qu'on débute. Donc, bonjour et bienvenue aux conférences de la journée annuelle conjointe du CM et du CI du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Notre thème de cette année, je vous rappelle, est Ensemble et pertinent. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous présenter un webinaire qui est intitulé Réalités autochtones dans les services de santé et services sociaux. À quel changement de pratique nous invite l'approche de sécurisation culturelle? Notez qu'il y a eu changement. Madame Saint-Louis et Monsieur Ouellet ne pouvant pas être des nôtres, donc nos conférencières d'aujourd'hui sont Mesdames Rachel Benoît et Julie Cunningham, agentes de planification, de programmation et de recherche au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Pour éviter les distractions, vos micros sont présentement fermés. Si c'est possible, on vous encourage à garder votre caméra ouverte. Notez que la présentation est enregistrée. Au cours de la conférence, vous pouvez écrire vos questions dans la zone de clavardage. Nous y reviendrons à la fin du webinaire dans la période de questions. Il y aura alors une période d'échange et vous pourrez lever la main pour vous adresser directement à nos conférencières. On vous donnera le droit de parole. Donc, nos conférencières d'aujourd'hui, Mme Benoît et Cunningham, cumulent plusieurs années d'expérience en recherche partenariale et en mobilisation des connaissances. Mme Benoît travaille au CREMIS depuis 2014 et a été étroitement liée à l'élaboration des ressources pour soutenir l'intervention en contexte d'itinérance et d'instabilité résidentielle. Mme Cunningham s'est jointe à l'équipe du CREMIS en novembre dernier. Son expérience professionnelle l'a amenée à travailler pendant une dizaine d'années en recherche en contexte autochtone. Sa thèse de doctorat portait plus spécifiquement sur l'expérience de femmes en situation d'itinérance et a fait l'objet d'un livre intitulé « Elles se relèvent encore et encore ». Donc, mesdames, je vous cède la parole. Bonne conférence. Merci beaucoup, Karine. Alors, je suis Rachel et d'emblée, Julie et moi, je pense qu'on veut replacer notre rôle qui est plus un rôle d'animatrice et de modératrice, d'initiatrice finalement de cette grande table ronde. Donc, je vais agir plus spécifiquement comme l'animatrice de l'activité. Julie, n'hésite pas à sauter dans le bain, là, comme on a préparé cette activité ensemble. Donc, d'abord, merci vraiment à tout le monde. Là. J'en vois 61, un chiffre 61 là, à mon écran, plus 61. On est environ 70 personnes. Merci d'être en si grand nombre présents à cet événement. Et évidemment, merci plus spécifiquement à nos 5 invités là, qui prendront part à la table ronde. Je remercie encore plus spécifiquement nos 2 invités externes, Philippe Meilleur de Montréal Autochtone et Denis Lessard du Regroupement des Centres amitiés autochtones du Québec. C'est vraiment apprécié, en fait, de vous avoir avec nous. Donc, d'abord et avant tout, j'aimerais commencer avec une reconnaissance territoriale. Donc, nous aimerions commencer par reconnaître que le CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal, est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ganyane-Gahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Cette reconnaissance, elle est importante et elle est encore plus compte tenu de l'objet de la rencontre d'aujourd'hui qui portera plus spécifiquement sur l'approche de sécurisation culturelle. Comme on va le voir aujourd'hui, cette approche invite à interroger sans détour l'héritage colonial destructeur qui sévit encore au quotidien dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ce qu'on souhaite par l'entremise de cette table ronde, c'est de prendre un moment, parmi d'autres moments, pour discuter ensemble sur les actions qu'on peut mettre en œuvre afin d'offrir des services respectueux et sécuritaires pour l'ensemble des personnes des communautés autochtones de Montréal. Donc, le déroulement va se faire comme suit. Dans un premier temps, nos deux invités, là, Philippe et Denis, seront invités à nous présenter les bases de la sécurisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour bien mettre la table? Et après, on va ouvrir sur
quelle forme elle prend, en fait, dans des actions un petit peu plus quotidiennes ou des pratiques un peu plus quotidiennes. On vous entendra, Philippe et Denis, là-dessus, et on entendra aussi des membres du personnel du CIUS, Mélanie, Sophie, Emmanuel, nous parler de ces manifestations, sa manifestation dans des pratiques un peu plus concrètes. Puis, on va finir en discutant sur la grande question de à quel changement l'approche de sécurisation culturelle nous invite-t-elle? Vous pourrez prendre la parole là, sur une base un peu plus à bâton rompu. Et on se garde quelques minutes, une dizaine de minutes à la fin pour ouvrir à des questions, commentaires. Donc, comme vous le voyez, c'est un programme assez chargé. Donc, chers là, participants, si c'est possible d'utiliser le chat avec modération pour qu'on puisse finalement maintenir notre attention sur les échanges avec le panel. On pourra évidemment là, prendre vos questions au cours, vers la fin de l'activité. Dernier point avant de laisser la parole à Denis et Philippe. Pour mon propre confort, j'aimerais dire que je serai la gardienne du temps. Et que je vous dirai en fait le temps qui vous est alloué pour dans le fond, vous exprimer. Et 1 minute avant la fin du temps, je vous ferai un signe en fait pour que vous puissiez clore votre propos. Donc, sur ce, je donnerai la parole à Denis Lessard et par la suite à Philippe Meillard. Si vous voulez vous présenter en 2 minutes chacun. Oui, alors, bonjour tout le monde. Koué. Premièrement, Denis Lessard, membre de la Nation Huron-Wendat. J'ai rejoint le regroupement des centres d'amitié autochtones en septembre 2021. Je suis infirmier de profession. J'ai travaillé dans les 5 dernières années à titre de directeur des services de santé pour la communauté de Wendake. J'ai aussi, à travers mon parcours, travaillé à titre de visiteur d'agrément pour Agrément Canada. J'ai siégé aussi à la table des commissaires aux plaintes de la capitale nationale à titre de représentant de la Nation Huron. Présentement, je travaille sur un comité, une table, si on peut dire, au niveau de la sécurisation culturelle pour le régime d'examen des plaintes du ministère de la Santé. Comme formation, outre le fait que je suis infirmier, j'ai un certificat universitaire en santé communautaire, j'en ai un en santé et sécurité du travail, j'en ai un également en gestion des services de santé et je suis détenteur d'une maîtrise en administration publique à l'ENAP, profil de gestion. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis. Philippe, à toi. Sego, Sewagwego. Donc, je suis Philippe Meillard, membre de la nation Mohawk ou Bingahanga et de la communauté de Gunizadage, qui est juste à côté de Montréal. J'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir fonder Montréal Autochtone. Donc, j'ai été embauché par le conseil d'administration il y a maintenant près de 8 ans pour fonder un nouveau centre d'amitié ici à Montréal, qui est un peu plus concentré sur les familles et les jeunes, un peu moins en itinérance. On sait qu'il y a d'autres partenaires ici à Montréal qui travaillent plus sur ces besoins-là. Par la nature d'être un centre d'amitié, on doit s'impliquer dans notre association provinciale. Donc, j'ai siégé au conseil d'administration du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec depuis le début de mon rôle, mais maintenant, je suis rendu président depuis maintenant proche de 4 ans. Je suis aussi le président de notre nouvelle société immobilière qui se concentre sur la question du logement étudiant dans les villes. On a 3 projets qui sont en cours, donc bien fiers de tout le travail que les centres d'amitié ont accompli jusqu'à maintenant. On est même rendu en mesure d'attirer des talents comme Denis pour venir nous assister dans la mise en œuvre de nos projets, des projets de cliniques de proximité culturellement sécurisants, et ainsi que tout le travail qu'on fait en travail social depuis très, très longtemps. En fait, les centres d'amitié ont toujours assisté des personnes dans les milieux urbains. Donc, au plaisir de partager nos connaissances et possiblement influencer certaines personnes qui se connaissent un peu moins aussi dans ce domaine. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on y va avec 3 questions en rafale, en fait, pour vous. Donc, Denis, Philippe, je vous les lis et vous pourrez après avoir 10 minutes chacun pour y répondre selon l'angle que vous voulez prendre. Donc, que signifie la sécurisation culturelle, selon vous? Pourquoi est-ce que c'est important que les praticiens, les gestionnaires, la gouvernance des établissements du réseau de la santé et des services sociaux s'engagent en matière de sécurisation culturelle et comment est-ce qu'elle prend forme dans votre travail? Donc, j'inviterai Monsieur Philippe, en fait, à commencer.
Et juste pour qu'on soit clair, j'ai 10 minutes pour ces 3 questions-là. Oui, c'est beaucoup, hein? Mais bon, oui, tout à fait. C'est correct, je vais tisser un petit peu. La troisième, juste me rappeler la troisième, donc c'est quoi, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on fait, c'est ça? Oui, qu'est-ce que signifie l'approche, pourquoi c'est important, puis quelle forme elle prend. Oui, parfait. OK. Bien, premièrement, je vais parler plutôt de ma perspective culturelle. Je suis Mohawk. Les Mohawks, on a quelque chose qui s'appelle The Great Law of Peace, la grande loi de la paix. C'est parce qu'on était en guerre entre nations. Il y a bien avant, en fait, le colonialisme a contribué à certaines de ces guerres-là, mais on a réalisé à un certain moment, entre 6 différentes nations, qu'on ne pouvait pas continuer à perpétuellement être en guerre. Et on parle des guerres qui pouvaient mener jusqu'à des génocides pratiquement. Il y a eu un créateur de paix, un peacemaker qu'on l'appelle, une personne qui a vu le potentiel de tisser des liens parce qu'on avait tous la même racine culturelle. On est tous, pour certains, des Québécois vont dire iroquoiens, mais on parle plutôt de Haudenosaunee. Donc, langue similaire, certaines perceptions à propos des croyances spirituelles similaires, mais on était tout de même en guerre territoriale pour différentes raisons. Par le biais des travaux de ce créateur de paix, on est arrivé à des ententes. Il y a des ententes qui ont été clairement énumérées dans une loi. Cette loi-là a été d'ailleurs utilisée pour créer les démocraties que nous connaissons maintenant. C'est la fondation de la démocratie britannique et c'est ce qui a d'ailleurs donné l'émergence pour la démocratie aux États-Unis. C'est une des plus grosses, je dirais, contributions de la culture autochtone, du moins de ma nation, aux Blancs. Et c'est très peu connu. C'est tellement précis, cette loi-là, qu'on arrive même à énoncer certains principes de base, certains comportements voulus. Puis moi, je trouve que quand on arrive en sécurisation culturelle, il faut nommer l'éléphant dans la pièce. C'est parce qu'il y a eu des injustices majeures. Il y en a encore des injustices à tous les jours que les Autochtones vivent. Quand on fait une ouverture de territoire comme ça pour nous rappeler que, dans le fond, le territoire, on se l'est fait voler. C'est l'expérience de vie de tous les Autochtones et tous les enfants autochtones qui arrivent à pleine conscience de la situation politique, culturelle, économique. Quand on réalise qu'on est autochtone, on réalise qu'il y a une longue histoire de choses horribles qui s'est passée. Et encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'arrive même pas à s'expliquer pourquoi ce n'est pas encore réglé. Mais ça veut dire qu'en quelque part, il y a une sorte de legs de guerre. Je peux en parler parce que je viens d'Oka. La majorité des Québécois, de mon âge en tout cas, moi j'ai 40 ans, connaissent la crise d'Oka. Beaucoup de vos teenagers, des jeunes, des nouveaux immigrants, ne connaissent pas la crise d'Oka, ne savent pas que l'armée canadienne a littéralement rentré dans une communauté autochtone à côté de Montréal pendant plus de 2 mois. Il y a eu un siège armé avec des chars d'assaut impliqués. C'est un éléphant qu'il faut nommer, que tous les Autochtones ont vécu cette crise d'Oka-là. Tous les Autochtones et leurs grands-parents ont vécu les legs des pensionnats. Et encore aujourd'hui, tous les Autochtones, principalement d'ailleurs les francophones, ont vu ce qui s'est passé à Joyce-Echaquan. Il y a une histoire de conflit. C'est pas juste culturel, c'est un conflit politique, économique, social et culturel qu'on vit, à différents niveaux. On peut le voir d'ailleurs dans les médias, disons que l'Assemblée des Premières Nations et la CAQ n'ont pas la même opinion sur la relation québécoise et les Premières Nations. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis là, pour ceux qui sont ici, vous êtes clairement des personnes intéressées à mieux comprendre comment mieux desservir les peuples autochtones. Quand je pense à la sécurisation culturelle, il y a des éléments qui sont de base, qui sont, est-ce que cette personne-là, elle parle ma langue, etc. Mais il y a aussi le leg historique. C'est pour ça que je veux parler du peacemaker. Puis comment on est arrivé à des ententes, c'est honnêtement en s'assoyant, en parlant comme qu'on fait là. Puis ça a donné lieu à le premier principe de la Grande Loi qui est, je vais dire en anglais, ça sonne mieux, « coming to one good mind », arriver à une bonne pensée, une bonne tête. Puis bonne est important là-dedans. Ils ont négocié pendant des années, nos nations. Et ils sont encore en train de modifier le Great Law. Ils l'utilisent encore dans la Confédération, les 6 nations.
C'est un outil pour créer de la paix parce qu'on s'est entendu sur ce qui était important pour nous. Puis on a une entente très claire. Il n'y a pas d'entente très claire sur la sécurisation culturelle. Même sur les droits des Autochtones, c'est pas clair. Comme je viens juste de mentionner, dans les médias, ça l'a bien démontré. Donc, il faut continuer à se parler et d'avoir un état d'âme qui désire créer de la paix, littéralement. Parce que ça, c'est le deuxième principe de la Grande Loi. On ne peut pas venir négocier la paix si on n'arrive pas avec une posture de vouloir créer de la paix. Et pour pouvoir avec cette posture-là, ben, il faut avoir le bon contexte, la bonne attitude. Si on arrive puis on se dit, il faut se presser pour négocier tout ça. Il faut se presser pour offrir des services aux Autochtones. Il faut se presser pour régler ça parce que je me sens mal à l'aise d'être dans un contexte de conflit et d'histoire de guerre. Nos aînés, Haudenosaunee, ont pris le temps. Puis se sont assis des fois juste pour un énoncé, des semaines de temps, pour parler de tout ce qui avait besoin d'être dit. Mais dans une posture de création de guerre. Donc, tout pouvait se dire. Il n'y avait pas d'omerta, il n'y avait pas d'oreilles trop sensibles. Et ça, c'est une posture vraiment importante pour comprendre comment arriver à la sécurisation culturelle. S'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, les Autochtones vont débarquer de la démarche. Super important. Fait que pour moi, la sécurisation culturelle, il y a deux grands volets. C'est premièrement le volet culturel, qui veut dire autant que les personnes autochtones ne se comportent pas comme des Québécois. Les personnes autochtones ont, d'ailleurs, pour chacune de leurs communautés et nations, des comportements différents. Et ça va avoir un impact sur comment on interagit. Moi, je suis énormément influencé par la culture québécoise parce que je suis aussi québécois. Mon père est québécois. Mais je suis aussi Mohawk. Et dans notre culture Mohawk, on parle directement. On ne prend pas 2-3 chemins. On n'aime pas ce que tu fais, on te le dit. Culture québécoise, c'est un petit peu moins direct. Le débat, on est un peu moins à l'aise avec ça. Rendre les gens mal à l'aise, surtout pas. Ben, les Mohawks, nous autres, on s'en fout de ça. Si vous venez à notre clinique de vaccination, you got your things? All right, are you ready? Let's go. Go see Janice, now. Elle n'est pas bête. Elle s'est juste comportée, cette infirmière-là Mohawk, comme nous, on se comporte. Et des personnes crient vont prendre beaucoup plus de temps pour parler. Vous pouvez leur poser une question, puis il va y avoir un vide parce qu'ils sont à l'aise avec le silence. Les Québécois ne sont pas tous à l'aise avec le silence. Des fois, il faut qu'on meuble le temps, l'espace. Fait qu'il y a des différences comportementales et culturelles qu'il faut connaître. Si on ne les connaît pas, on peut les mésinterpréter. Et d'ailleurs, si on ne les adopte pas, on va choquer les personnes autochtones. J'ai comme remarqué quelque chose dans le système de santé, on n'a pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps pour s'asseoir, écouter, expliquer, tout discuter. Mais je vous dirais, ça, c'est une autre grosse différence culturelle qui est assez évidente. La majorité de nos aînés vont dire « il faut prendre le temps pour écouter tout le monde et tout dire ». Ça, c'est juste 2-3 petits exemples. Il y en a plein, puis c'est par nation en plus de ça pour vous rendre la vie difficile. C'est même par communauté, parce que vous avez beau tous être Québécois, mais un Gaspésien et un Montréalais n'ont pas le même comportement. Ben, c'est la même chose pour des personnes autochtones. Moi, je suis un Mohawk montréalais. Je navigue bien le système de métropole. Pas la même chose pour une personne Naskapi qui vit depuis le début de sa vie dans une communauté de 2000 personnes. Il faut se connaître. Puis j'ai lu dans vos commentaires, là, ben, comment on fait ça dans une grosse hôpital? Ben, il faut beaucoup de volonté, bien honnêtement. Il faut beaucoup, beaucoup de volonté pour écouter, comprendre. Philippe, je vais rapidement rentrer. Il reste une minute. Parfait. Je vais rapidement rentrer dans l'autre aspect qui a plusieurs niveaux. Les gens me disent, mais c'est quoi la sécurisation culturelle? Je dis, ben écoute, le meilleur niveau, là, c'est si tu vas dans la clinique, dans ta communauté, puis c'est ta tante qui te dessert comme infirmière, top niveau de sécurisation culturelle. Parce qu'on est très relationnel, les personnes autochtones. Donc, si c'est dans ma famille, si c'est dans ma communauté, si c'est dans ma culture, évidemment, ça, c'est le plus haut niveau de la sécurisation culturelle. Un autre niveau, ça serait de, par exemple,
un médecin qui travaille pour le CHUM ou le CIUS qui vient travailler chez Montréal Autochtone, dans notre espace. Les gens sont chez eux, chez nous. Ils viennent pour plein d'autres choses. Vous venez chez nous, dans notre espace. On va encadrer beaucoup de ces facteurs-là, mais les gens se sentent chez eux. Puis c'est se sentir chez soi, là, c'est comme le critère. Fait que je dirais le gros défi, c'est pour une grande institution que, d'ailleurs, peu de Québécois se sentent chez eux, comme une grosse hôpital, avec des gros processus et plein de personnes qu'on ne connaît pas. Ça va être difficile. Ça va être franchement difficile. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des navigateurs autochtones. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du personnel des organismes autochtones qui sont en mesure d'accompagner aussi. Parce que la réalité, c'est que la plus grosse l'organisation est, le moins humaine qu'elle est, cette organisation-là. Et au bout du compte, ces valeurs-là, humanistes, de proximité, relationnelles, comprendre les besoins, si vous avez 35 000 employés, attendez-vous pas à ce que ces 35 000 employés soient en mesure de desservir d'une manière sécurisante. Merci beaucoup, Philippe. En effet, je ne sais pas, on est rendu à combien d'employés, mais on doit frôler. C'est pas 35, ça sera 33, mais ça montre les défis supplémentaires vu la grandeur de l'organisation. On va revenir à plusieurs des choses, en fait, que tu as mentionnées, mais on va poursuivre sur cette première, en fait, amorce, qu'est-ce que la sécurisation culturelle, et je donnerai la parole à Denis. Oui, alors, merci Philippe. Je pense que tu as des commentaires très à propos. C'est vrai qu'il y a eu des guerres, mais dans le passé aussi, avec la colonisation, on a imposé le système des réserves. Quand vous êtes un membre d'une Première Nation, puis vous êtes dans une réserve, oui, il y a un aspect sécuritaire qui est facile à comprendre. Par contre, dès que vous sortez de votre communauté, bien souvent, vous perdez vos droits. Donc, vous êtes en milieu urbain, puis on sait qu'à peu près 56 % de la population autochtone qui vit en milieu urbain et non pas dans les réserves. On a vu toutes les atrocités reliées aux pensionnats plutôt indiens, où les enfants perdaient leur identité culturelle, où ils n'avaient pas le droit de nommer leur nom, où ils étaient simplement des numéros. On a vu les ossements qui ont été retrouvés, des affaires, des tragédies épouvantables. Fait que, pour parler de sécurisation culturelle, il faut comprendre ce qui s'est passé chez les Autochtones, pourquoi on en est rendu là aujourd'hui, puis pourquoi le ministère de la Santé, il veut avoir cette préoccupation-là de sécurisation culturelle. C'est parce qu'il y a un écart important entre la santé des populations autochtones et celle des populations canadiennes en général. Donc, pour revenir à la question, la sécurisation culturelle, c'est un processus. On ne peut pas demain matin devenir un expert en sécurisation culturelle, puis c'est un terme qui n'est pas bien compris par l'ensemble de la population. C'est une démarche d'affirmation, de réconciliation, je dirais aussi de transformation de nos façons de faire, d'innovation même, qui vise justement à réduire ces iniquités-là et ces inégalités-là entre la santé des populations autochtones, puis même dans les autres systèmes au niveau de l'éducation pareil, puis la population canadienne en général. Ça vise également à créer des environnements où les membres des Premières Nations vont se sentir en sécurité et où on va valoriser leur identité culturelle. C'est un peu ça, la sécurisation culturelle. C'est un processus. Il y a certaines étapes. Là, on peut le voir dans le guide du ministère de la Santé qui a été fait l'année passée sur la sécurisation culturelle en mars 2021. Il y a des étapes. Il faut comprendre l'histoire un peu derrière ça pour devenir un petit peu plus sensible, remettre en cause un peu nos croyances puis nos valeurs personnelles vis-à-vis des Autochtones, qui va nous amener vers un développement de compétences, puis être capable éventuellement de donner des soins, des services qui vont être culturellement sécurisants pour ces gens-là. Si je revenais un peu à la deuxième question, là, pourquoi c'est important que ça soit porté par les gouvernances, par les praticiens, par les responsables des établissements du réseau de la santé, autant au niveau des CIS que des CIUS? Bien, premièrement, selon moi, la sécurisation culturelle, c'est la pierre angulaire. C'est l'élément fondamental qui va nous permettre de bâtir la confiance des Autochtones envers le réseau de la santé et des services sociaux. Si on réussit à faire ça par de nouvelles pratiques, puis ça ne se fera pas demain matin, c'est avec le temps, là, on va développer ça ensemble, bien, on va faire en sorte qu'on va améliorer l'accès aux services du réseau par les Autochtones, parce que présentement,
il y a un faible taux d'accessibilité. Les gens ne consultent pas et ils ne vont pas, ce qui amène des retards dans les dépistages, ce qui amène des statistiques épouvantables à plusieurs niveaux, des taux de morbidité de plusieurs maladies chroniques. Donc, si on favorise l'accessibilité, bien, ce qu'on va faire par défaut, c'est qu'on va améliorer la qualité de vie puis des services des Autochtones. Donc, on va améliorer vraiment leur bien-être global. Donc, c'est un peu ça, la part de la sécurisation culturelle dans les soins et services. Je suis content que Philippe ait amené tous ces points-là parce que ce qui est en aval de tout ça, bien, ce qu'on a vécu, bien, il faut le prendre en compte. Puis peu importe qui se présente devant un professionnel de la santé, que ce soit quelqu'un d'une autre nationalité, que ce soit un Asiatique, une personne noire ou un Autochtone, je pense que l'approche à la base devrait toujours être faite dans le respect, sans jugement, sans discrimination, sans racisme. Donc, c'est d'être confronté comme intervenant à ses propres valeurs dans un premier temps, puis être capable de cheminer à travers ça, et non pas se baser sur des préjugés. Hein, Philippe en parlait tantôt, on a vécu la crise d'Oka. Ça ne veut pas dire que tous les Autochtones, là, ils font des barrages routiers puis ils veulent achaler le peuple avec ça. Vous dire, ils ont des droits, se sont fait voler, se sont fait assimiler. Puis là, bien, on veut juste reprendre un peu ce qui nous appartenait. Donc, la sécurisation culturelle dans les soins et services, c'est ça qu'il faut faire. Puis, n'oublions pas une chose, c'est que la colonisation, là, il y a juste les Autochtones qui ont vécu ça. Et les pensionnats, les réserves, toutes les tragédies qu'on a vécues, on en reparlera plus tard tantôt, mais il y a juste les Autochtones qui ont subi ces préjudices-là. Donc, c'est ça que je voulais dire. Puis en terminant, je pense que la première question de Mme Benoît, c'était comment ça s'applique dans mon travail, la sécurisation culturelle. C'est sûr que moi, rendu à mon niveau maintenant, comme conseiller stratégique en santé et mieux-être, je n'ai pas nécessairement affaire avec la clientèle sur le terrain. Par contre, j'accompagne les centres d'amitié autochtones dans le développement de cliniques de proximité au niveau de la sécurisation culturelle. J'amène mon apport également dans les ententes de services qu'on développe avec les CIS et les CIUS pour des prêts de services. Pourquoi un centre d'amitié autochtone en milieu urbain? Parce qu'il y a une confiance absolue des Autochtones envers ces établissements-là, ces institutions-là, qui donnent des services de proximité dans plusieurs secteurs d'activité. Et les gens sont en confiance avec ces établissements-là. Ce sont des gouvernances locales qui font du bien aux Premières Nations. Donc, comme ces gens-là vont là pour parler de leurs problématiques, que ce soit de santé, d'éducation, en justice, peu importe, bien, les centres d'amitié, c'est vraiment des établissements qui sont réputés pour être accessibles à ces clientèles-là. Ils vont faire des références également, mais c'est à ce niveau-là, moi, que j'apporte un peu mon apport, un peu mon expertise au niveau des centres d'amitié. Alors, voilà. Merci beaucoup, Denis. C'était fort intéressant. On va y revenir un peu plus tard. On est en train de tracer des sillons pour mieux comprendre, en fait, la sécurisation culturelle, mais aussi son importance puis les ramifications que ça peut avoir dans les pratiques. Donc, justement, rentrons dans le thème, en fait, des pratiques et j'inviterai 3 autres invités, en fait, qui sont des membres du personnel du CIUS à rentrer, en fait, dans la conversation. Et donc, en rafale, Sophie, Emmanuel et Mélanie, je vous inviterai premièrement à vous présenter. Et après, vous auriez 2 grandes questions de votre côté. Donc, la même question, comment est-ce que la sécurisation culturelle prend forme dans votre travail? Et est-ce que vous avez des exemples de sécurisation culturelle dans vos milieux de pratique que vous aimeriez partager ou que vous observez? Donc, vous avez 5 minutes chacun et j'inviterai Sophie à se présenter. Alors, bonjour, Sophie Bellefeuille, je suis infirmière clinicienne au guichet d'accès en santé mentale adulte pour le CIUS Centre-Sud. Ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, qui dit guichet d'accès en santé mentale dit clientèle qui est d'abord et avant tout quand même assez souffrante, qui a aussi des comorbidités de santé mentale, parfois de la consommation également. On est au CIUS Centre-Sud, en plein centre-ville. Donc, en fait, comment ça prend forme la sécurisation
sécurisation culturelle dans notre travail ici comme intervenant au guichet, je pense qu'avant tout, c'est de se montrer sensible à la personne qui est devant nous, puis de réaliser aussi en même temps, ça représente quoi pour eux d'être devant une personne blanche et de venir demander de l'aide à une personne blanche en ayant conscience de tous les traumatismes qui ont été vécus dans le passé en leur ancêtre, pardon, puis qui continuent en fait de se répercuter sur les générations suivantes. Donc, ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire sentir à la personne qu'elle est traitée au même titre que n'importe quelle autre personne qui se présente chez nous et avant tout qu'elle puisse se sentir en confiance et se sentir écoutée. Et pour faire ça, je pense que les intervenants qui œuvrent auprès de cette clientèle-là, et spécifiquement aussi auprès de la clientèle autochtone, c'est qu'il faut être culturellement compétent. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'ils ont vécu dans le passé, d'emblée, c'est pas tout le monde qui est on est au courant des grandes histoires, des grands drames, mais c'est pas tout le monde qui nécessairement va aller chercher cette information-là ou qui va s'intéresser d'emblée à tout ce qui s'est passé. Puis ça se fait par demander des formations, d'assister aux formations qui nous sont offertes. Il y en avait une d'ailleurs qui était obligatoire à suivre, qui était très intéressant parce qu'il faut en apprendre plus sur l'histoire. Philippe le disait tantôt, il faut en apprendre sur la colonisation, les traumas intergénérationnels, leur culture, puis ces traumas-là qui grandissent en eux pratiquement au niveau cellulaire. Tu sais, c'est dans leurs veines, c'est dans leurs cellules. Et eux, ils arrivent avec ça chez nous. Puis, il faut qu'on soit capable de leur offrir des services qui sont adaptés à leur situation, puis aussi des services qui vont faire du sens pour eux, OK? Hem, puis s'adapter, entre autres, dans notre pratique au quotidien, ça veut dire être moins rigide, OK? Oui, tu as un rendez-vous à 1 heure. Le jeune homme de 20 ans autochtone, ça se peut qu'il arrive à 1 heure et demie. C'est pas grave, on va le voir pareil, tu sais. Ça se peut que la première tentative d'aide, elle ait échoué, il s'est pas présenté. Mais s'il refait une demande d'aide, on va l'accueillir avec plaisir, puis on va l'aider du mieux qu'on peut. Hem c'est c'est d'essayer d'enlever un peu toutes les contraintes administratives auxquelles, pas juste les autochtones, mais le commun des mortels qui vient en santé, parfois, c'est lourd l'administration. Fait qu'on on va essayer d'en enlever un peu des contraintes. Puis bon, tu te présentes en retard, c'est pas grave, je vais te voir, tu sais. Toujours en lien avec ce qu'on disait tantôt, heu, même selon les communautés, selon d'où vient la personne, hem, la façon de vivre le temps, entre autres, dans une journée peut être différente aussi pour cette clientèle-là, tu sais. Il y a pas nécessairement, tu sais, ça se peut que le patient dise: «Je vais venir sur l'heure du dîner», ben, il y en a pas d'heure, tu sais, on va l'accueillir quand il vient, tu sais. Entre autres, c'est comme ça que je trouve que ça prend forme tranquillement dans notre travail d'être moins rigide. Il te Puis reste 1 minute, Sophie. oh mon Dieu, il fallait que je réponde aussi à la deuxième question, hein. Bon, je vais y aller tout de suite en disant qu'il faut continuer de développer des corridors de services, le Centre d'amitié autochtone, Projet autochtone du Québec, la clinique itinérance où travaille ma collègue Mélanie qui va parler tantôt aussi. Il faut travailler en équipe pour essayer de développer le plus de liens possible et aussi des exemples de sécurisation culturelle. Ça peut être juste de faire l'effort de faire une petite recherche sur Internet pour savoir comment ça se dit, comment ça va en cri ou en peu importe la langue dont la personne parle. Quand on s'adresse à un anglophone, on va s'adresser en anglais, mais pourquoi pas faire une petite recherche de 30 secondes puis d'aller chercher un peu de vocabulaire dans la langue de la personne pour qu'elle se sente accueillie, entendue. C'est aussi d'essayer de trouver des ressources qui sont culturellement adaptées. Je pense entre autres à des ressources comme le centre WAPAN qui est à La Tuque, où la façon de guérir, c'est de réintégrer, entre autres, la culture, la chasse, la pêche, les traditions orales, sont des façons de traiter, les symptômes dépressifs, d'aborder la consommation, de retrouver contact avec la culture, avec la nature, par des activités qui étaient traditionnellement, faites par les ancêtres pour retrouver cette culture-là, puis pour permettre le développement de l'estime de soi à la personne en se sentant partie d'un tout, en communion avec la nature, en communion avec un groupe aussi.
sais, il faut les connaître, ces ressources-là, parce que c'est souvent ça qui va faire du sens pour une personne, tu sais. Fait qu'il faut s'ouvrir un peu plus pour terminer, je pense. Puis surtout en santé mentale, il n'y a pas juste des diagnostics, il n'y a pas juste des pilules. Il y a le mental, c'est autre chose aussi. Tu sais, c'est toute notre expérience, comment on explique comment on se sent, puis de quelle façon la personne, elle pense qu'elle peut guérir. Fait qu'il faut être plus ouvert, puis il faut en parler plus. Puis il faut surtout accorder peut-être un petit peu plus de temps à ces personnes-là que juste 30 minutes pour laisser la place pour qu'ils puissent s'exprimer et être entendus. Merci beaucoup, Sophie. On sent que tu aurais pu en avoir un peu plus de temps, mais bon, on pourra poursuivre la conversation un peu plus tard et je donnerai la parole à Manuel. Oui, bonjour, Manuel Penafiel, je suis organisateur communautaire et puis depuis 10-12 ans, je travaille avec des groupes de la communauté autochtone de Montréal qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, mon contact et ma compréhension du travail qu'on peut faire au niveau de la sécurisation culturelle me viennent de cette pratique-là. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste de la sécurisation culturelle ou quoi que ce soit. L'autre élément peut-être, c'est que moi, je ne travaille pas nécessairement avec des personnes vulnérables directement. Je travaille avec des directions, des conseils d'administration, des coordonnateurs, des intervenants. Donc, on travaille en partenariat. Je ne suis pas là en train de donner de l'aide, mais je m'assois avec ces gens-là pour réfléchir ensemble. Puis, tantôt, Sophie, elle faisait allusion à la façon de comprendre parfois la santé de façon un petit peu plus holistique, pas un peu plus, un regard holistique sur l'esprit, le contact avec la nature, le bois ou la chasse et tout ça, une compréhension différente de ce que c'est que la santé chez les peuples autochtones. Et peut-être que le plus difficile pour moi au début, il y a 12 ans, quand j'ai commencé à travailler avec cette communauté-là, c'était de m'apercevoir que mes schémas de pensée professionnels, d'intervention, étaient tous des schémas influencés par la philosophie européenne. Donc, la façon de penser vient de la sociologie, de la philosophie européenne, bon, du champ social nord-américain, mais influencé par. Donc, ce que je peux parfois, et quand on travaille des fois dans une situation d'urgence ou de rapidité, on applique des modes de pensée. Hein, qu'on a et qu'on on pense qu'ils sont corrects, ils pensent qu'ils sont presque des certitudes. Et pour beaucoup de personnes autochtones que j'ai côtoyées, ces certitudes-là, elles n'ont pas de résonance culturelle ou philosophique. Là, à Montréal, il y a une variété de nations, puis il y a une variété des personnes qui, parfois, ont vécu en communauté, mais parfois ont vécu toute leur vie en ville et comprennent tous les mêmes codes que moi. Mais il y a comme une prise de conscience que, bon, la façon de réfléchir, elle n'est pas toujours la même. Les schémas de pensée ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, je me suis mis beaucoup plus à travailler en écoute, essayer de comprendre ce que ces gens-là sont en train de me transmettre avant d'émettre une opinion, avant de dire, ah, peut-être telle avenue plutôt que celle-là, tiens. Et puis, donc, c'est ça, faire plus confiance à l'écoute qu'à nos connaissances à nous. Peut-être essayer aussi de mettre plus en valeur les habiletés, les éléments culturels, puis les attitudes même des personnes avec lesquelles on travaille, parce qu'ils vont te transmettre. Moi, je n'ai pas vécu les traumas de la colonisation. Je n'ai pas connu les rafles des années 60. Mes parents n'ont pas connu les pensionnats. Donc, il y a plein d'éléments que je ne peux pas nécessairement prévoir, mais que eux les intègrent, ont été intégrés ces traumas-là et ont intégré aussi les façons de vivre avec ça que je suis pas capable nécessairement de lire. Donc, écoutez, essayez de comprendre. Certains moments, il y a aussi même le rythme de la prise de parole qui est différente. Philippe parlait des silences avec lesquels on est plus ou moins à l'aise au Québec. On doit les meubler, mais chez certaines personnes autochtones,
ce silence-là, il fait partie de la conversation. Mais c'est à moi de m'adapter. En réunion, l'autre jour, j'ai utilisé en Manuel, Zoom, c'est excuse-moi de t'interrompre, il te reste 1 minute. My God, ça passe vite. Ben c'est ça. Essentiellement, là, c'est le mode d'écoute et de comprendre que nos schémas de pensée ne sont pas les mêmes que celui de la personne qui est en face de nous. Et l'autre affaire, je travaille beaucoup au niveau d'aider les groupes à embaucher du monde. Il faut absolument sortir un petit peu du cadre académique qu'on s'attend d'un intervenant ou de quelqu'un qui vient de travailler parce que peut-être que les personnes autochtones n'ont pas ce bagage académique, mais ils ont un bagage de vécu et de compréhension culturelle et un savoir-être qui leur permet d'intervenir et d'être des intervenants super intéressants dans la communauté, auprès de leur communauté. Et puis, et donc voilà, il aurait fallu peut-être qu'au début, je travaille beaucoup plus à outiller les groupes à mieux aller chercher ces potentiels-là, ces gens-là, les outiller à devenir des intervenants, alors qu'on se disait, ah, bah, la job est trop dure à faire si tu n'as pas un minimum de formation. Voilà. Puis effectivement, j'aurais pu parler beaucoup plus longtemps. Merci de m'avoir arrêté, Rachel. Merci beaucoup, Manuel, de te prêter si bien au jeu. La parole à Mélanie Beausoleil, à toi. Bonjour. Donc, moi, c'est Mélanie. Je suis infirmière au CLSC des Faubourgs à l'équipe itinérance. Puis, ben, ma clientèle, c'est la clientèle autochtone. Donc, moi, mon rôle, c'est de favoriser l'accessibilité des soins et des services réguliers à nos clients. Donc, je me déplace dans la rue, puis je travaille beaucoup en partenariat avec le Projet autochtone du Québec. Donc, je suis beaucoup en collaboration avec cet organisme-là. De comment que ça se manifeste dans mon travail, la sécurisation culturelle? Ben, c'est bien simple. C'est que je regarde le patient qui est devant moi, la personne qui est devant moi, puis c'est vraiment, je prends le temps de voir la personne avant de voir toute autre condition puis tout autre problème. Puis, c'est c'est de vraiment prendre le temps de prendre des nouvelles de la personne, de lui demander comment ça va, de prendre le temps de connaître ses origines, d'où elle vient. Puis on fait beaucoup d'interventions de groupe. Souvent, quand que je me déplace là-bas ou qu'eux, ils viennent me voir, ben c'est pas comme d'habitude avec les autres clients. Tu sais, ils viennent en gang des fois, ils sont plusieurs. Fait que eux autres, ils veulent que leurs amis soient là. Fait qu'on accueille le groupe. Puis, ben, pendant qu'ils sont en groupe, ben, tu sais, c'est le filet social. On accueille la personne avec son besoin, mais là, pendant qu'on est en discussion, ben là, souvent, il émerge le besoin de son ami qui est là dans le bureau en même temps que lui. Fait que, ben là, même si je suis dans le dossier d'une telle personne, je prends des notes pour l'autre. Puis là, ben, on dit, bon, après, on répond aux besoins de toutes les personnes qui sont là. Puis quand ils s'en vont, ben, ils sont contents parce que leur ami a pu bénéficier aussi des services de l'infirmière. Tu sais. Puis, ben, ce que je pense qui est important, c'est de leur faire vivre des réussites. Tu sais, si la personne vient me voir, puis moi, dans mon œil, j'évalue qu'il y a plein de besoins, mais que cette personne-là me dit qu'elle a une plaie ou elle a un besoin X, je vais répondre à son besoin en premier. Puis peut-être que cette personne-là n'est pas au courant de tous les services qui sont disponibles et qu'est-ce qu'on peut lui offrir. By the way, je lui explique tout ce qui est disponible, tous les autres services qu'on peut faire pour elle, mais je m'assure d'abord de répondre aux besoins pour que quand elle s'en va de mon bureau ou quand que je m'en vais de où est-ce que je l'ai rencontrée, elle a l'impression d'avoir, ou elle a vécu une réussite, que les choses avancent pour elle dans la direction qu'elle a choisie. C'est ça. Ce qui est important, c'est de respecter le rythme de chaque personne. Ça ne va pas tout le temps au rythme que nous, on est habitué de travailler. On y va. Des fois, la personne, elle veut que ça aille bien vite. Elle n'a pas beaucoup de temps, puis on s'assure dans ce temps-là, OK, on ne va pas aller dans tous les sens. On répond aux besoins. On ne va pas faire toute l'évaluation de tous les autres besoins. Fait qu'en ayant
un besoin satisfait en quittant, mais ça donne plus de chances que la personne revienne me voir. Puis, des fois, c'est le contraire. On prend le temps qu'il faudra, tu sais. Puis, une des affaires, c'est d'être flexible. Je pense que c'est Sophie qui l'a dit tantôt. Des fois, il arrive plus tard ou moi, je me fais appeler, tu peux t'en venir maintenant. Souvent, ça passe par des besoins ponctuels. Puis, quand on répond aux besoins ponctuels, après, il y a place à pouvoir développer puis aller plus loin dans le lien avec la personne. Il te reste 1 minute, Mélanie. OK. Est-ce qu'il faut répondre à ce qu'on trouve qui pourrait être modifié dans nos services? C'est ça aussi? C'est maintenant? On peut y revenir plus tard. En fait, là, c'était vraiment comment est-ce qu'elle prend forme dans ton travail. Mais si Ouais. tu veux déjà rentrer, c'est comme tu le souhaites. Si tu veux déjà aborder en quelques secondes les pratiques, les changements, c'est comme tu le souhaites. Nous, en fait, qu'est-ce que je trouve qui serait vraiment génial? Au plus, c'est large, là, mais en fait, je trouve que quand les personnes viennent nous rencontrer, ce qu'on perçoit, puis toutes les inconforts que les Autochtones peuvent vivre dans nos services, ça révèle la problématique qui est vraiment là dans notre réseau, puis c'est un problème qui est là. Ça révèle vraiment les failles puis les faiblesses du système. Puis, il y a plein de besoins qui seraient sûrement bien ou mieux répondus si on pouvait intégrer la médecine alternative, les médecines traditionnelles, toutes sortes d'autres services qui pourraient être intégrés dans le réseau de la santé, qui ne sont pas couverts présentement par la RAMQ, mais qui répondraient beaucoup mieux à certains besoins parce que les médicaments, c'est pas juste ça, là, c'est pas la seule et unique façon de gérer la santé, tu sais. Puis, Merci, Mélanie. Je vais prendre ce moment un peu de silence pour t'interrompre. On pourra revenir à ça. Merci beaucoup à Sophie, Mélanie, Emmanuel là, pour cette salve de réponses. On va revenir à Denis et Philippe et aborder la question de la sécurisation culturelle et l'intervention en contexte interculturel. En filigrane de plusieurs de vos propos, on entend que la sécurisation culturelle, ça exige de prendre en compte ou d'apprendre sur la culture de l'autre. Et on le sait, le Centre-Sud de l'île de Montréal, on est appelé à travailler avec, oui, une diversité de cultures autochtones, inuits, mais aussi de plusieurs, en fait, communautés ethnoculturelles. Donc, la question que je poserais à Philippe et à Denis, on va commencer par Denis, c'est quelle est la différence finalement entre l'approche de sécurisation culturelle et l'intervention en contexte interculturel? Oui, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre là, quand on parle de sécurisation culturelle, ça découle vraiment de l'expérience exclusive des Autochtones au point de vue de la colonisation, puis le cortège de mesures que j'expliquais tantôt du système des réserves, des pensionnats, puis Manuel aussi a rajouté la RAB des années 60, où on retirait les enfants des familles autochtones sous prétexte qu'ils ne répondaient pas aux normes de la protection de la jeunesse de la province. Donc, c'est des affaires épouvantables, des tragédies. Tandis que les interventions interculturelles, comme je disais tantôt, souvent, ce sont des communautés, souvent issues de l'immigration, qui ont leur langue, leur tradition, leur façon de faire, leurs caractéristiques communes, comme je disais tantôt. Puis, c'est là la différence, c'est qu'on ne peut pas imputer la sécurisation culturelle à ces différentes cultures-là, parce que le fondement de la sécurisation culturelle, c'est vraiment les traumatismes vécus par les Autochtones. Ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment faire la différence. Comme je disais tantôt, mais comme intervenant, qu'on accueille un Asiatique, une personne noire ou une personne d'une autre culture, il faut toujours le faire dans le respect, sans jugement, sans discrimination, sans racisme. Par contre, la sécurisation culturelle, ce sont les Autochtones. Ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les Asiatiques. Je donne ces exemples-là, mais il faut vraiment faire la différence. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus, tout simplement. Parfait, c'est laconique, mais c'est complet, en fait. On n'est pas obligé de prendre tout le temps qui nous est alloué.
D'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné, vous aviez 3 minutes. Peut-être que Philippe, tu peux y aller avec tes pistes de réponse. On va plus de temps pour lui. C'est ça. On va faire plus comme nos aînés disent, prendre le temps. Moi, je pense que Denis il a bien mis la table. Je vais y aller un petit peu plus rudement. Il y a 7 ans, quand j'essayais de parler de sécurisation culturelle, dans quelconque milieu, le réflexe était de traiter les Autochtones comme des immigrants. Et même le Québec, il y a encore... Non, Philippe, Ils devraient préserver leur culture. On t'a perdu un peu. Tu peux reprendre ton audio. Ça va maintenant? Oui, ça va. Vous m'entendez d'accord? Bon. Oui. Il y a différentes écoles de pensée par rapport à l'intégration. Et la richesse culturelle d'avoir des Vietnamiens à Montréal, etc., toutes sortes de cultures. Il y a des écoles de pensée où on aimerait que tout le monde ait un peu la même culture au Québec. Et ça, c'est un point important à mentionner parce qu'au Québec, on est en posture de victime d'assimilation culturelle en tant que francophone. N'est-ce pas? Il y a eu un mouvement, souveraineté, etc. C'est nous les victimes au Canada. On va perdre notre français. Donc, tout le monde doit parler le français. Bien, la réalité, c'est que vous n'étiez pas les premiers. Il y avait des peuples autochtones ici avant. On a perdu nos langues, nous. On est en train de continuer à perdre les derniers qui parlent nos langues réellement. À tous les jours, il y a un aîné qui meurt. Et c'est une partie de notre culture qui meurt. Et nous, on n'enseigne pas nos langues nécessairement, surtout pas en milieu urbain. Là. Les enfants n'ont pas accès à leur langue dans leur école. Fait que notre culture est en train de mourir à chaque personne qui décède et à chaque institution qui ne reconnaît pas l'énorme travail qui existe pour préserver notre culture. Donc, quand on me dit « Ouais, mais les Autochtones ne pourraient pas juste s'intégrer à nos cliniques, s'intégrer à nos emplois, s'intégrer... » Bien, premièrement, ils sont totalement dans leur droit de demander à ce que les institutions du Québec, les institutions du Canada préservent nos cultures et qu'on puisse être nous-mêmes dans ces espaces-là. Mais si je me promène dans un CLSC, je commence à parler Mohawk. Mettons que je veux juste vraiment, vraiment être Mohawk. Là. Et je parle Mohawk, puis je vais être servi en Mohawk. Est-ce que je vais avoir accès à ça? On ne va pas se le cacher, là, c'est non. Mais si en plus de ça, c'est une condition de mon existence, comme là, moi, comme Mohawk, j'ai grandi avec le français et l'anglais, je peux naviguer les systèmes. Mais si je suis Inuit, j'ai grandi dans mon territoire, puis là-bas, la culture est encore protégée parce qu'on est entre nous, mais subitement, je suis une femme avec une grossesse à risque, puis il n'y en a pas d'hôpitaux pour me desservir. Bien, tout à coup, il faut que je prenne un vol, puis tout à coup, je suis dans vos services. Et là, la question, c'est, mais c'est qui devrait s'intégrer? Est-ce que c'est cette femme-là qui vit sa culture encore? Ou est-ce que c'est à des infirmières, à une équipe médicale, à tout faire pour s'assurer qu'elle peut vivre cette grossesse-là à risque avec le moins d'impact sur sa culture, sur elle, sur ses droits fondamentaux d'avoir accès à un service de qualité. Fait qu'il y a une énorme barre qui est là, mais c'est un mindset différent qui est difficile des fois pour certaines personnes qui travaillent surtout avec des immigrants où on dit, ben tu sais, si tu veux avoir du succès, il faut que tu parles français, il faut que tu connaisses nos mœurs, il faut que tu saches comment fonctionner. Ici, au Québec, on est comme ça, c'est ça nos valeurs. Ben, c'est le contraire. C'est le contraire avec le contexte autochtone où ici, on est au Québec, on envahit vos terres, on a laissé des choses se passer sur ce territoire, qui se passent encore malheureusement. Et c'est le contraire. Nous, on doit intégrer vos milieux. Nous, on doit intégrer et soutenir vos organisations comme des regroupements de centres d'amitié, comme des organisations autochtones. Nous, on doit aller à votre rencontre et s'intégrer dans vos milieux. Et ça, ce mindset-là, c'est, je pense, un des plus gros défis, particulièrement au Québec. Particulièrement au Québec, parce qu'on rajoute cette complexité culturelle, politique et sociale. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vous inviterai, chers panélistes, là, à vous lancer, en fait, dans la prochaine conversation qui portera à ce moment-ci sur la fameuse question que Sophie avait commencé
ou plutôt Mélanie, à déblayer, c'est-à-dire à quel changement de pratique l'approche de sécurisation culturelle nous invite-t-elle? Il était question jusqu'à présent de posture, hein, d'état d'âme pour vouloir faire la paix, de pratique, d'un besoin d'augmenter les connaissances ou de développer les connaissances, d'outils d'intervention. Alors, on a une quinzaine de minutes entre nous, toujours, entre vous, 5. Je ne sais pas qui a levé la main le premier. Je pense que c'est Manuel et Mélanie. Oui, je m'excuse, mais j'avais levé la main parce que je voulais renchérir sur les propos de Denis et Philippe. Puis je voulais le faire en tant que Québécois issu de l'immigration. Et souvent, le premier réflexe quand on parle des personnes autochtones est d'essayer de s'accrocher à ce à quoi on connaît, des référents avec des très bonnes intentions, mais les référents à la multi-ethnicité ou à l'immigration n'ont rien à voir avec, et nos deux panélistes l'ont très bien démontré, mais j'irai un petit peu plus loin en disant que si on demande à des personnes autochtones de s'intégrer à nos services, ce qu'on demande en fait, c'est de s'assimiler à l'intérieur de nos services, d'arrêter d'exister. Moi, comme personne issue de l'immigration, j'ai à m'intégrer parce que j'arrive dans une culture qui est là et qui m'accueille. Et eux, leur demander la même chose, c'est leur demander d'accélérer le processus génocidaire auquel ils font face depuis des années et qui s'est accéléré en fait avec la création du Canada comme pays. Donc, on est comme État des parties prenantes à l'assimilation et au génocide de ces peuples-là. Donc, il faut faire extrêmement attention de ne pas confondre et d'essayer. Tu sais, entre personnes racisées ou entre personnes qui ont été écartées de deuxième catégorie, hein, si je m'assois et je prends un café, on va pouvoir trouver des lieux communs. Mais quand on doit se positionner comme professionnel, comme institution, ces choses-là, c'est deux dossiers séparés. C'est ce que je Merci. voulais dire. Merci, Manuel, pour cette intervention. Merci beaucoup. Mélanie, à toi la parole. Moi, j'étais bien d'accord avec Philippe, qu'est-ce qu'il parlait là, au niveau de la langue tantôt. Je trouve que c'est vraiment un problème. Là. Moi, en étant avec toujours les Autochtones, on n'a pas accès, on a accès dans la banque d'interprètes à toutes les langues du monde entier, mais chose vraiment aberrante, on n'a pas accès à des interprètes dans les langues des Premières Nations ni dans les langues inuites. C'est vraiment bizarre. Puis aussi, je trouve que qu'est-ce qui pourrait être vraiment pertinent, c'est d'avoir du matériel pédagogique traduit dans les langues inuites puis des Premières Nations. Tu sais, ça m'arrive souvent, moi, de devoir faire de l'enseignement. Puis les mots que j'utilise, souvent, moi, je travaille en anglais parce que la plupart de. Ben, des fois, c'est en français, mais la plupart de mes clients, je les desserre en anglais. Puis il y a des mots dans leur langue qui n'existent pas. Tu sais, fait que. Ben là, je rouvre Internet, je vais chercher des dessins, je fais des dessins, il faut user de créativité. Mais si on avait du matériel pédagogique déjà traduit ou des dessins pour tout ce qui est de la santé, moi je fais beaucoup de santé sexuelle, mais pouvoir avoir du matériel pédagogique, ça serait vraiment, ça serait déjà génial. Merci Mélanie. Sophie? Oui, en fait, ce que j'aimerais aussi ajouter là, de choses qui pourraient être mises en place, en fait, dans nos services de santé mentale, nous, à l'heure actuelle, on travaille avec des pères aidants. Bon, pour ceux qui ne savent pas tout à fait qu'est-ce que c'est, les pères aidants, en fait, ce sont des gens qui travaillent avec nous dans l'équipe, qui vont aider la clientèle de par leur savoir expérientiel. Donc, ce sont des gens qui ont passé à travers la maladie, qui ont réussi à cheminer sur la voie du rétablissement et qui sont là pour aider nos clients
qui, eux aussi, ont le désir de cheminer à travers la maladie et que pour ces clients-là, ça fait du sens d'avoir un service par quelqu'un qui est passé par la même chose qu'eux. Donc, les pairs aidants en santé mentale, c'est déjà installé dans le CIUS et c'est une très belle avancée en santé mentale. On en a à l'hôpital Notre-Dame, on en a ici dans nos équipes au CLSC et je me dis, pourquoi on ne pourrait pas intégrer un père aidant d'une Première Nation ou un père aidant inuit. Moi, je pense que ça, là, ça changerait tout pour. On parlait tantôt, Philippe parlait de navigateurs autochtones aussi. Moi, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on pourrait miser. Puis, par exemple, l'ajout d'un aîné, par exemple, qu'on pourrait appeler pour discuter d'une personne qui est venue nous demander de l'aide, lui demander si la personne le veut bien, d'être présent lors de notre entretien. Puis Mélanie l'a déjà dit, je voulais le dire aussi, une banque d'interprètes dans les langues des Premières Nations ou la langue inuit, ça serait vraiment merveilleux de pouvoir avoir accès à ça. Fait que ça, je pense que ce sont des choses qui ont déjà été réfléchies, mais que ce serait vraiment bien si ça pouvait être mis en place éventuellement. Je pense que ça l'aiderait, notre clientèle des Premières Nations puis notre clientèle inuit à cheminer, dans le système de santé québécois qui est déjà difficile de cheminer quand on est un Québécois. Donc quand on ne parle pas la langue en plus, d'avoir un aîné pour, nous soutenir, je pense que ça serait un bel ajout. Merci Sophie. Denis, à vous la parole. Oui, ben, je trouve qu'il y a des commentaires très pertinents. C'est sûr que les établissements du réseau ont la responsabilité populationnelle d'adapter les soins et les services aux populations qu'ils desservent. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ça ne se fait pas nécessairement, mais ça, c'est une obligation qu'ils ont. Moi, je pense que ce qui pourrait être fait, c'est vraiment prendre contact avec les organisations autochtones sur les différents territoires des CIS et des CIUS, que ce soit les centres d'amitié, que ce soit les communautés autochtones, pour apprendre à mieux les connaître, ces gens-là, puis être capable de mieux travailler avec eux. Ça c'est quelque chose que je trouverais important. Que chaque établissement prenne l'engagement d'établir un plan d'action en regard de la sécurité culturelle. Comment on veut que ça se répercute sur les territoires, les nouvelles façons de faire pour justement améliorer l'état de santé des populations autochtones. On pourrait également non seulement mettre des membres des Premières Nations dans les conseils d'administration, dans les comités des usagers, différentes tables décisionnelles, mais aussi, je dirais, d'intégrer les Autochtones, les membres des Premières Nations, dans les processus d'évaluation des programmes de santé qu'on a. Puis, ce que je souhaiterais ardemment, puis on ne pourra pas le faire ici, mais c'est qu'il y ait éventuellement des normes d'agrément Canada ou du Conseil québécois d'agrément en regard de la sécurité culturelle, ce qui obligerait les établissements de santé à répondre aux normes, aux critères à priorité élevée, puis aux pratiques organisationnelles requises à l'égard de la sécurisation culturelle. Donc, moi, c'est ce que je souhaiterais qu'il soit fait. Mélanie, Sophie, j'imagine que ce sont des anciennes mains. Non? Est-ce que vous voulez? Est-ce que Manuel, Philippe, vous aimeriez dire quelque chose? Oui. Vas-y, Philippe. Oui, j'espère que vous n'entendrez pas les pings, là, puis que personne me chatte. Donc, vous n'entendez pas ça? Bon, c'est parfait. C'est juste moi qui vais être distrait. Première des choses, il faut se poser la question, pourquoi que la culture du système de santé organisationnel, elle est ce qu'elle est? Il y a une culture derrière le système de santé, il y a une rigidité qui est là. Il y a une rigidité qui est là, souvent, on va m'expliquer parce qu'on a la vie des gens entre nos mains. Fait qu'il faut avoir un régime hiérarchique très, très, très serré, il faut avoir des procédures, il faut avoir une rigidité organisationnelle, essentiellement. Mais il y a aussi un comportement qui vient avec ça. Comportement que je vois que dans les écoles de médecine semble vouloir être changé, mais il y a quand même la vieille garde. Certains d'entre vous ici, j'ai vu certains visages qui sont peut-être d'une autre génération aussi, qui ont vu votre pratique changer. Quand nous, on a abordé la question d'avoir des cliniques communautaires intégrées au centre d'amitié, c'était quelque chose que j'ai présenté à votre PDG il y a 5 ans et malheureusement, ce n'était pas quelque chose qui avait été bien reçu. Du moins, le CIUS n'était pas encore rendu là comme quoi.
Et je suis prêt à le dire maintenant parce qu'on est rendu ailleurs, mais je vous dirais, on a encore beaucoup de chemin à faire sur proposer des pratiques différentes. Dire aux gens, ben non, venez chez nous. Vous n'êtes pas en mesure d'immobiliser ces personnes autochtones-là, puis clairement, vous ne serez pas en mesure de les trier non plus, les identifier. Vous ne posez pas une question à chaque personne qui rentre dans vos institutions. Est-ce que vous êtes autochtone? Est-ce qu'il faut s'assurer de bien desservir les peuples autochtones? Il y a des pratiques à changer sur votre gouvernance. Il y a un reflet à faire sur soi, non pas juste pour les peuples autochtones, mais sur la flexibilité organisationnelle et culturelle. Parce que, bien honnêtement, sinon, on remonte une rivière incessante pour essayer de changer des choses, mais ensuite, on est confronté à, je suis désolé, M. Meillard, on ne peut pas faire ça parce que nos syndicats ne le permettront pas, les procédures ne le permettront pas, la loi sur la DPJ ne le permettra pas, ci et ça ne le permettra pas. Mais écoute, ce n'est pas le Dieu tout voyant qui a fait ces règles-là, ce sont des humains avec une structure de pouvoir qui l'a fait. Donc, je vous dirais, la première des choses, c'est que toutes ces structures de pouvoir-là doivent faire une réflexion à tous les niveaux, d'allant du M3S à vos structures de gouvernance qui sont, je vous le dirais, un enfer à travailler avec. Bien honnêtement, ça, je peux le dire parce qu'on essaie d'établir une simple clinique pour des familles, mais nos familles sont sur tout le territoire de la CMM. Donc, même collaborer avec une de vos institutions, bien, on se retrouve avec la règle régionale qu'il faut desservir seulement avec des codes postaux. Donc, la flexibilité organisationnelle, bien honnêtement, c'est la grande priorité pour mettre en œuvre la sécurisation culturelle. Et il faut que vos syndicats, tous les syndicats, en fassent partie de cette démarche-là. Parce que si on arrive finalement à se dire « Ah, on va monter un beau service, etc. », et vos conventions ne le permettent pas, parce qu'il faut être aussi rigide, parce qu'on essaie de gérer le risque du travail entre les gestionnaires et les employés, on n'arrivera pas non plus à mettre sur pied des nouvelles méthodes super stimulantes, intéressantes, dans un contexte d'une organisation hyper rigide et inflexible. Merci Philippe. Manuel, puis après, je pense que Mélanie, tu voulais redire quelque chose. Manuel, à toi. Rapidement, j'abonde dans le sens de Philippe. Là. En ce moment, mettons, rapidement, ce qu'il faudrait faire, c'est que créer des points de service là où les personnes autochtones sont déjà et des points de service qui embarquent l'ensemble de nos services, là, santé et services sociaux. Ça, c'est comme à très court terme. Dans les négociations, il faut faire attention parce que les syndicats ont le dos large quand on ne veut pas changer quelque chose. Là. La convention collective, elle appartient aux deux parties, tant aux travailleurs qu'à l'employeur. Donc, ce n'est pas une histoire immuable et des exemples d'entente particulière, il y en a tout plein. Quand il a fallu créer les GMF, on ne s'est pas gêné pour envoyer notre monde et aucun syndicat a essayé de stopper ça. L'autre élément, quand on travaille avec la communauté autochtone, il faut avoir un regard régional. Ça, c'est essentiel si on continue à penser, de toute façon, s'il faut penser que les CIUS, c'est local, là, il y a un problème déjà, un CIUS, c'est déjà pas local. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de penser commencer à penser de façon régionale. On le fait déjà pour des dossiers, le CIUS du Centre-Sud, entre autres en itinérance, travaille déjà de cette façon-là. Après ça, je pense que nos institutions devraient travailler à long terme à intégrer au niveau une compréhension philosophique de la philosophie autochtone et intégrer des personnes autochtones à tous les niveaux et des connaissances autochtones à tous les niveaux de l'institution. Ça se fait pas rapidement, là, mais ça se fait, il faut avoir la volonté de le faire pour changer. Et puis, un changement, c'est jamais commode. Un changement, ça dérange tout le temps. On ne peut pas dire qu'on va changer quoi que ce soit dans la continuité. C'est incompatible. Donc, quand on veut changer quelque chose et rentrer dans un processus de sécurisation culturelle est un changement en soi, mais il faut se dire qu'on va shaker un petit peu l'arbre, puis qu'il y a peut-être des pommes qui vont tomber, d'autres qui ne vont pas tomber. Là, je m'en vais nulle part avec mes pommes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, plus de personnes autochtones au sein de toutes les strates hiérarchiques de notre CIUS, la philosophie, les connaissances, puis un danger peut-être dans cette belle aventure,
je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moi, des fois, j'ai peur à la folklorisation de la question autochtone, qu'on appelle un aîné pour ouvrir une discussion et que personne n'écoute l'aîné et que tout le monde continue à faire business as usual. Ça devient juste, hey, on a coché, on a un aîné pour ouvrir notre assemblée générale ou quelque chose comme ça. Il y a des dangers de ce type-là et pour peut-être pas tomber dans ces pièges-là, il faut intégrer des personnes autochtones reconnues par leur communauté et si possible avec un vécu de ce que c'est que d'être un autochtone au Québec aujourd'hui. Tu sais, on parlait de tous les traumas, là, tu sais, quelqu'un qui, pas quelqu'un dont la grand-mère ou l'arrière-grand-mère était autochtone, mais que culturellement, elle n'a pas ce senti-là parce qu'elle n'a pas vécu. Je ne parle pas de quelqu'un, par exemple, qui a été adopté et qui a été coupé de ça. Le fait d'avoir été adopté et coupé de sa culture est un vécu à mon sens, autochtone aujourd'hui. Et donc, ça doit être respecté. Mais si je n'ai aucun lien avec ça et je me découvre un ancêtre, là, on n'est pas à la même page, d'après moi, humblement. Merci, Manuel. Mélanie, si tu veux y aller de manière assez succincte et après, on va ouvrir à la salle, en fait, pour des commentaires, questions. C'est plus à un niveau plus concret, puis c'est pas dans des grandes idées, c'est plus au niveau fonctionnel. Nous, on se retrouve souvent avec des complications de couverture. Tu sais, les personnes autochtones ne sont pas couvertes par les mêmes affaires que nous autres. C'est avec le SSNA ou avec leur N-number. Puis, il y a une pharmacie, il y a 2 pharmacies qui sont habituées avec ça. Fait que quand c'est difficile l'accès, même s'ils ont une bonne couverture, s'ils n'ont pas leur carte de bande, s'ils ne se rappellent plus de leur N-number, là, c'est plein de démarches à faire pour quelque chose que la personne elle a besoin d'un médicament maintenant. Puis là, il faut envoyer des formulaires, attendre la réponse, appel. C'est interminable l'attente juste pour avoir un médicament que si tu avais eu ta couverture, toi, avec la RAMQ ou nos clients, la plupart sont sur l'aide sociale, ils s'en vont juste à la pharmacie chercher leurs médicaments. Mais moi, parce que mon client il est autochtone, il passe par plein de barrières juste parce qu'il est autochtone. Il y a une super bonne couverture, mais s'il n'y a pas tout ce qu'il faut entre les mains, il ne peut pas aller à la pharmacie désignée ou la pharmacie ne le connaît pas, c'est des gros délais que je ne sais pas comment on peut faire pour que les pharmacies puissent être plus qu'ils puissent connaître mieux les fonctionnements de comment que ça fonctionne. Mais moi, je trouve que ça faciliterait beaucoup mon travail puis l'accès à ce que mes patients ont besoin. Là. Merci, Mélanie. Ça montre en fait le côté invisible ou structurel de certains des obstacles à la sécurisation culturelle.